Bonjour, aujourd'hui on est à la ferme Les Grillonnettes avec Anne. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta ferme? Est-ce que ça fait longtemps que tu as ça? Non, du tout, on vient de commencer, on est OK. encore en démarrage. On a déménagé l'élevage au mois de juin. Puis OK. on a pris un mois pour le déménager. Avant, ça se passait au sous-sol chez nous. Puis j'ai commencé avec mes premiers grillons, j'en avais 100 uniquement, au mois de novembre dernier. OK. Ça fait 9 mois à peu près là, qu'on est à plein temps sur ce travail-là d'élevage. C'est pas commun un élevage de grillons. Il n'y en a Non. pas beaucoup dans la région. Pas tant. C'est quelque chose, par exemple, qui commence à avoir un petit peu plus d'ampleur dans les pays du Nord. Les gens commencent à se poser les questions là, en termes de nutrition, en termes de problématiques. Oui. Là, on en parlera un peu après. Donc non, en effet, on n'est pas nombreux ici au Québec. Il y a 3 espèces d'insectes qui se mangent pour l'humain. On a la mouche soldat noir, le ténébrion et le grillon. Et puis le grillon arrive comme en deuxième position là, en termes de ferme d'élevage. OK. Est-ce qu'il y a des bienfaits nutritionnels associés à ces cultures-là? Oui, donc Oui. dans le fond, c'est un apport de protéines. Les gens souvent emploient le mot farine pour parler d'insectes, puis on devrait employer le mot poudre. Farine, c'est vraiment réservé à la culture céréalière. Donc une poudre de grillon ou de n'importe quel insecte est un apport enrichi en protéines dans la nutrition. Ça, c'est en termes du macronutriment. Pour les micronutriments, bien là, on a un apport essentiel de calcium, de B12. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché chez les végétariens, entre autres. On va avoir du fer, on va avoir du potassium. Et puis, c'est une des seules protéines qui vous apporte aussi des fibres. Alors, ça va vous soutenir beaucoup plus longtemps. Là, au niveau de la satiété, ça va nous remplir plus longtemps l'estomac. Donc, dans le fond, ça a beaucoup de bienfaits. Et puis, on n'a pas ce qu'on cherche pas, c'est-à-dire les gras trans qu'on trouve souvent dans les autres viandes. OK. Alors, oui, c'est très, très bénéfique au niveau de l'alimentation. La farine, vous en servez pour faire quoi en fait? Est-ce que ça a un usage spécifique? Tu peux vraiment mettre dans tout. À la maison, bon, mes enfants sont au courant qu'ils mangent de la poudre de grillon. Je ne dis pas qu'il y a des gens, ils essayent dans le fond de le faire passer discrètement. Oui. Déjà, on va parler du goût. Le goût, c'est un petit goût de graines de tournesol, fait que c'est assez neutre. Souvent, les gens, ils se demandent, c'est-tu un goût particulier? On est comme réticent un petit peu, en fait, de manger un insecte. Alors non, ça ne change pas le goût des aliments. Ça se mélange vraiment bien dans tout ce qui est bouillon. Ça peut se mettre dans des compotes, dans des trempettes, dans des smoothies le matin, dans des ragoûts, dans des mijoteuses, des soupes, dans le fond, aussi bien froid que chaud. Donc, tu peux la faire cuire dans des recettes de muffins, puis tu peux la rajouter directement dans ton yogourt. Le but, c'est vraiment d'ajouter des protéines et puis idéalement de minimiser ta consommation de protéines, qu'elles soient bovines, de poulet ou autres, qui sont plus polluants puis moins bons pour la santé en termes de gras trans. Tu m'as dit polluante, il y a des bienfaits environnementaux justement associés à ça. Tellement. Si on compare un élevage de bovins, donc de bœuf, versus un élevage de grillons, pour sortir la même quantité de protéines au final, oui, évidemment, l'élevage d'insectes est beaucoup moins polluant qu'un élevage de bœuf. Si on compare en termes de protéines égales de production, on va utiliser 2000 fois moins d'eau, on est 99 fois moins polluant, on prend 13 fois moins d'espace, puis on les nourrit, on a besoin de 12 fois moins de nourriture pour les nourrir. Donc quand on met tout ça au bout de la ligne ensemble, évidemment, on est beaucoup plus écologique. Puis pour notre part, on utilise juste des produits biologiques pour les nourrir. Là, vous allez le voir tantôt, là, on les nourrit essentiellement d'avoine, de blé entier et puis de fruits et légumes, dans le fond. Puis on encourage local, on achète les fruits et légumes locaux. OK. Parler de niveau local, est-ce que les gens dans votre entourage, ça les intéresse? Est-ce qu'ils veulent en consommer? Alors, je dirais que mon plus gros travail, à part élever mes grillons puis les transformer, là, c'est d'éduquer la population. Tu sais, c'est de faire prendre conscience aux gens que, oui, se mettre un insecte dans la bouche, là, c'est pas quelque chose instinctivement qu'on fait le matin au réveil. Sous forme de poudre, déjà, on s'entend que c'est beaucoup plus facile à intégrer. Mais c'est d'apprendre aux gens pourquoi c'est bon pour la planète, pourquoi c'est bon pour notre santé, et puis en quoi c'est une solution qui est écologique. Je dirais même en 2 mots, là, vraiment, si on peut se permettre ça. Donc oui, dans mon entourage, les gens, à force que je leur en parle, puis que je leur fasse essayer, puis que je leur fasse déguster, c'est rentré dans des routines. J'ai beaucoup de gens là, qui m'en achètent à toutes les semaines. Donc je trouve ça beau là, de voir un petit peu ce projet-là s'envoler comme ça. Ah oui, c'est ça. Puis j'imagine les gens ont comme un peu, pas un stéréotype, je dirais, mais une idée préconçue peut-être des insectes vivants, mais c'est pas du tout ça, là. Dans le fond, un insecte, déjà, c'est très propre. Je pense que la problématique dans les pays du Nord, quand je parle des pays du Nord, je parle de l'Amérique du Nord, je parle de l'Europe, évidemment, l'Australie, etc.
Si on parle juste de l'Asie puis de l'Afrique, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils mangent toutes sortes d'espèces d'insectes. Et puis, ils vivent très bien avec ça, mais c'est culturel. Nous autres, on nous apprend quand on est petit à avoir peur des araignées, qu'un ver de terre, c'est dégueu, que les enfants de ne pas jouer avec ça, puis on en a comme peur. Alors forcément, on grandit avec un petit peu cette culture-là. Puis ben moi, j'arrive dans la vie des gens en disant tu devrais manger des grillons, hein, c'est sûr que ça... Ah oui, c'est une grosse Il y a une coupure, barrière, oui. vraiment. Mais c'est ça, donc dans le fond, un insecte, en fait, c'est très très propre. Vous allez voir que les insectes, ils réduisent en farine, dans le fond, l'avoine que je leur donne. Puis sur eux, là, il n'y a pas 1 gramme de farine, il n'y a pas de poussière, rien du tout. C'est très propre, ça se nettoie. Au même titre que les abeilles. Hein. Souvent, OK. on prend les abeilles en exemple. Elles vont chercher le pollen, puis elles arrivent à tout nettoyer. Donc, c'est vraiment, c'est propre. C'est là, mes insectes, en plus, en termes de qualité de vie. On parle parfois aussi de... Souvent, les gens me posent la question, mais les animaux, est-ce qu'ils sont bien traités? Ben, mes insectes, oui, ils sont à l'abri des prédateurs. On a reproduit leurs conditions de vie idéales. Donc, oui, il fait chaud, oui, il fait humide, mais c'est ça dont ils ont besoin. Et puis, les mâles, les femelles sont mélangés. Vous allez pouvoir le voir tantôt. Là, ils vivent leur vie de grillon très sereinement. Puis nous, on les tue en fin de vie. Donc, c'est pas, mettons, un bœuf, là, il va être tué à 24 ou à 36 mois, alors que ça pourrait vivre 20-25 ans ou Oui, plus. oui. Bon, ben là, dans le fond, moi, mon grillon, il va être tué aux alentours de 10-11 semaines, puis ça vit 12 semaines, la durée de vie d'un grillon. Donc, OK. il a eu le temps de faire toute sa vie de grillon, au petit bonheur, chez les grillonnettes, sous un beau toit, là, puis c'est ça. Mais ça se reproduit, j'imagine, quand même assez rapidement. Alors, pour te donner une idée, j'ai acheté 100 grillons pour partir mon élevage au mois de novembre, comme je disais, là, en 2018. Nous sommes présentement en août 2019. Et quand j'ai déménagé l'élevage au début de l'été, j'ai déménagé ma colonie d'1 million à peu près. Oh mon Dieu, oui, effectivement. Oui. Et j'ai pas eu besoin d'aller en racheter, là, ils se sont reproduits. Une femelle va pondre à peu près 200 œufs. Là, on va voir, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les organes de ponte, le cycle de vie du grillon. Là. Mais c'est 200 œufs qui sont protégés aussi des prédateurs. C'est sûr qu'il y a des pertes, mais on arrive quand même à avoir beaucoup d'éclosions et de survie. Là. Est-ce que financièrement, c'est peut-être plus avantageux pour vous d'élever des insectes que peut-être des cochons ou d'autres types d'animaux? Là, je te dirais que j'ai pas fait un travail d'étude de marché pour les outils de protéines, c'est certain, donc je pourrais pas vraiment vous parler de chiffres. Est-ce que c'est rentable? Je te dirais, on est en démarrage. Comme n'importe quelle entreprise en démarrage, on a toujours les 5 premières années où on investit beaucoup. Et puis, j'ai pas de boule de cristal pour te dire est-ce que je vais réussir à faire fonctionner mon entreprise pour la faire vivre longtemps. Oui, c'est quelque chose qu'on aimerait. Je pense qu'il y a un potentiel, pas juste économique. Là, je veux dire, je pense que c'est comme je disais tantôt, d'éduquer les gens, puis que les gens se disent, ben oui, ça devient notre routine d'en acheter. Là, il y a aussi une question de marché, du prix du marché. Et les gens vont trouver ça cher, la protéine d'insectes présentement sur le marché. Évidemment, plus les gens vont en consommer, plus on va en offrir et plus les prix vont baisser, comme la loi de l'offre et de la demande. Et encore là, quand on me parle de prix, souvent un sachet de grillon, c'est 113 grammes, là, je dirais le volume courant qu'on trouve en magasin partout dans les commerces. Et ça équivaut à peu près en termes de protéines à 8 steaks. Oh. Donc quand même, c'est ça. Alors je comprends qu'il n'y a pas le même plaisir sur le barbecue, là, mais ça reste que si on compare juste un prix par rapport à une quantité de protéines, c'est rare que tu aies 8 steaks pour 14 $ chez ton boucher. Ah, c'est sûr. Donc ça dépend en fait quelles lunettes on veut mettre là, en termes de perspective. Parfait. Alors le grillon, je vais le vendre, c'est une très 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 petite quantité là, parce qu'il n'y a pas tant de demande, mais je vais le vendre entier, comme en croustille. Il est déshydraté, il est assaisonné dans le fond avec différentes sortes d'épices. Je te dirais, là, c'est plus j'amène ma petite boîte chez des amis, puis après 2-3 bières, on s'essaye à manger un grillon, puis on vit une expérience. Je fais un petit peu ça, cette clientèle-là. Mais majoritairement, évidemment, c'est la poudre de grillon. Les gens l'achètent et l'intègrent vraiment dans leur consommation au quotidien, ou tout du moins assez régulièrement dans leur cuisine. Et puis, nous, on fabrique des boules d'énergie à base d'avoine et évidemment de poudre de grillon, avec du beurre de pois. Donc, on a un petit peu la même texture que du beurre d'arachide, mais avec un indice glycémique très bas, ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de santé. Puis, chaque boule contient 6,2 grammes de protéines. Alors, c'est une collation qui est parfaite. C'est sûr. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi la vie d'un grillon? Comment ça se passe dans tes serres? OK. Donc, j'ai un endroit qui est vraiment la pouponnière. Donc là, mes pouponnières sont en incubation. L'éclosion, c'est entre 9 à 14 jours, dépendamment de la température qu'il fait dans la pouponnière. Quand
mes bébés sont nés, donc ils sont vraiment isolés, protégés, ils ont une nourriture spéciale, ils ont un climat spécial. Pendant 2 semaines à 3 semaines, ils sont dans cette zone-là. Puis après, je les passe dans les enclos pour les 7 semaines suivantes où ils deviennent ados. On va pouvoir voir quelques ados tantôt. Puis enfin, à un moment donné, ils se mettent à chanter. Ils sont assez grands. Donc le chant, vous allez voir, c'est pas si fort que ça. Souvent, les gens me disent, mon Dieu, ça doit crier. Et non, parce que le chant, c'est le mâle avec ses élytres. Dans le fond, les élytres, c'est les grandes ailes qu'il a dans le dos. Il les frotte ensemble pour attirer les femelles. Donc là, c'est parce que mon grillon, quand il se retourne, il en a plein des femelles autour. C'est pour ça qu'il ne crie pas si fort que ça dans mon élevage. Donc quand moi j'entends que ça chante dans l'enclos, c'est que je sais que sexuellement, ils sont matures. OK. Donc là, je vais pouvoir leur poser des boîtes de ponte pour leur permettre aux femelles de pondre, dans le fond. Puis je récupère mes boîtes de ponte aux 2 jours. Donc chaque 2 jours, j'ai comme une nouvelle génération qui va pouvoir être mise à l'incubateur. Et puis donc c'est ça, les 2-3 dernières semaines de vie, c'est là que ce sont mes producteurs. Ensuite, il y a un abattage et puis on passe à la transformation. Comment ça se passe, l'abattage? Alors chez nous, ils sont tués par congélation. OK. Dans le fond, moi je les mets dans un frigo, je les mets à 4 degrés, ils sont comme transis, c'est comme dans un coma artificiel. Puis au bout de 12 heures, à 4 degrés, là je les passe en congélation à moins 18 degrés. Donc là ils meurent. Au bout de 24 heures, c'est certifié qu'ils sont tous morts. Puis ensuite, on a tous des procédés de salubrité, là où on va les ébouillanter, on va les déshydrater pendant vraiment des longues heures. Je vous dirais, nous, c'est un peu notre force sur notre élevage. Pour les gens qui ont déjà goûté la poudre de grillon en magasin, et souvent, j'ai eu des commentaires de « Ah, il me semble que le goût, pour certains, ils ne sont pas sûrs. » Puis c'est un goût un petit peu, comment je dirais, un petit peu de... pas caramélisé, mais brûlé un peu. OK. Et les gens n'aiment pas vraiment ça. Et nous autres, on déshydrate tellement à basse température pendant une très très longue période qu'on va garder toutes déjà les macronutriments en bon état. Là, on ne va rien dénaturer. Et en plus, on garde un goût qui est très neutre, comme je disais tantôt, de graines de tournesol. OK. Donc c'est pas mal à ça que ça ressemble l'abattage. Donc toujours dans le respect, dans le fond de l'animal, une question d'éthique. Est-ce qu'il souffre? Souvent on me pose la question. On ne sait pas. Au niveau du système du nerveux des insectes, Oui. il n'y a pas tant de littérature dessus. Donc dans le doute, c'est pour ça que nous on les met à 4 degrés. Ils sont comme dans un coma, et quand ils passent en congélation, quand bien même qu'ils pourraient souffrir, on sait qu'ils ne souffrent pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation des grillons? Oui, alors les grillons, en termes d'insectes, tout le monde est égal dans la colonie. Il n'y a pas, mettons, si on prendrait chez les abeilles ou les fourmis, en comparaison, on a une reine puis que tout le royaume tourne autour. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une espèce où toutes les femelles sont égales, tous les mâles sont égaux. C'est sûr que les mâles peuvent se battre entre eux pour une femelle. Puis d'ailleurs, c'est cannibale, un grillon. S'il n'a pas assez d'eau, pas assez à manger, ou qu'au contraire, il y a trop de population, ils vont se cannibaliser. À part ça, tout le monde est égaux. Donc, toutes les femelles vont pouvoir pondre, tout le monde va être pouvoir reproducteur dans la colonie. Il faut qu'ils aient juste assez d'espace pour ça. Alors, en effet, on va avoir des boîtes de ponte. Plus elles sont cachées, plus on est dans l'obscurité, évidemment, plus ça va les inciter à aller là. Vous allez voir que les grillons vivent essentiellement dans des boîtes de carton, des boîtes d'œufs, des séparateurs à bouteilles, des boîtes à vin, là, parce qu'ils aiment ça être cachés. Dans le fond, comme on disait, pour se reproduire, pour manger, pour pondre, pour élever leurs petits. Nous, les petits, on les sépare. Déjà, parce que c'est une question de taille dans la colonie. Moi, quand je fais un abattage, je veux que tous mes individus aient à peu près le même poids, la même taille. Et puis, aussi parce que, comme je le mentionnais, c'est cannibale. Donc, les grillons, malheureusement, vont quand même manger leurs œufs, puis ils vont manger leurs petits. Donc, c'est pour ça qu'on les sépare aussi. Mais oui, en effet, ils ont des zones vraiment propres en fonction de s'ils boivent, s'ils mangent, s'ils se reproduisent. Nous, au niveau... dans le fond de l'eau, de l'hydratation des grillons, on a fait comme des rivières d'eau qui ont un circuit en continu pour l'eau. Ça permet aux grillons de venir boire. C'est sûr que ça les incite à sortir, on n'a pas le choix, parce que si tu mets du carton et de l'eau trop à côté, à un moment donné, je vais juste avoir un dégât avec juste une grosse boîte de carton. Donc c'est des questions de commodité, là je les oblige à sortir pour l'eau, mais tout le reste de leur vie se fait vraiment à l'intérieur des boîtes en carton. OK. Sur le taux de mortalité? Alors, dans le fond, les grillons, quand ils sont adultes, un coup que j'ai réussi à les sortir de la pouponnière, à les mettre en enclos, j'ai quand même un taux de survie qui est très intéressant. Comme je te le disais tantôt, j'ai pas de prédateurs ici à la ferme, ils sont protégés. Et puis, mes conditions environnementales sont idéales pour eux. On travaille de recherche, on est dans un domaine qui est novateur, on est un peu des pionniers, on pose des balises. Ça se peut que dans 20 ans, il y ait un modèle pour faire des grillons. Là, on est peut-être 40 fermes, mais il va y avoir 40 modèles. Tu sais.
Donc on est toujours à la recherche de c'est quoi la meilleure alimentation pour justement avoir un taux de survie intéressant. C'est à quel moment qu'on met la température plus haut, plus bas, c'est quoi le taux d'humidité, c'est toutes ces questions-là en tant que scientifique dans le fond que je me dois de répondre pour rentabiliser mon élevage. Oui. En termes de pouponnières, oui c'est là qu'on a le plus de taux de mortalité parce que dans le fond ils sont protégés, ils sont en captivité, mais encore là, on va couper ça, je ne sais plus ce que je dois dire. Au niveau de la pouponnière, c'est là que j'ai le plus de taux de perte au niveau de la natalité parce que justement, on essaye de retrouver les conditions qui sont idéales au bébé. Et puis, on en a tellement, dans le fond, une boîte, je peux avoir 2000 à 3000 œufs par boîte de ponte. Oh. Alors, est-ce que ça me prendrait un endroit plus grand pour la pouponnière? C'est toutes ces questions-là là, auxquelles on essaye de répondre pour optimiser encore plus la production. OK. C'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir atteint un nombre maximal d'individus qu'on va pouvoir avoir. Là, vous allez voir, il y a des enclos qui sont encore vides, là, que je vais pouvoir remplir tranquillement, pas vite. Mais quand ça va rouler, un abattage égale une sortie de pouponnière dans l'enclos, mais je vais maintenir mon taux de natalité et puis je vais pouvoir réduire le nombre de pontes. Donc tout simplement de mettre moins de boîtes de pontes dans les enclos des producteurs. Puis je vais pouvoir rouler avec un flot dans le fond stable. Nous, on vise le 20 millions d'individus à la ferme en roulement. Okay. C'est à peu près ça. Donc toi, tu me parlais, tu avais fait des études en biologie, c'est bien ça? Oui. Donc est-ce que ça t'aide dans ton élevage sûrement? C'est évident. Oui. Dans le fond, quand on est entrepreneur dans une entreprise, évidemment, on doit être fort sur le terrain, on doit être fort en paperasse, on doit être fort en commercialisation. Alors, j'ai pas tous ces outils-là, hein. J'ai pas une boîte à outils de formation remplie dans tous les domaines. Ma force à moi, en effet, c'est la biologie, donc c'est le terrain, c'est de travailler sur les essais-erreurs, c'est de travailler sur les différentes variables, et puis jusqu'à la transformation. Donc tout ce travail-là, ça va, puis j'aime ça. Après, faut que j'aille chercher de l'aide. Donc évidemment, je travaille entre autres avec Papineau Eco, la boîte à start-up à Berthierville, okay. Au niveau de mon plan de commercialisation, au niveau de mon emballage. Donc dans le fond, c'est d'aller chercher les bons experts au bon endroit qui vont faire qu'on va être une équipe solide et puis qu'on va pouvoir avoir un produit intéressant pour le consommateur et puis une entreprise qui respecte ses valeurs de vie. J'espère te recroiser dans 20 ans, refaire un reportage puis te dire j'ai toujours une empreinte carbone minimale et puis oui. Un produit de qualité à offrir aux consommateurs. Puis peut-être que dans 20 ans, les gens vont écouter ça puis ils vont dire « Ah, ben tu sais, c'était comme caché, les gens n'étaient pas habitués, puis là, ça va devenir plus commun. » On pourrait faire le parallèle avec le tofu. Tu sais, il y a 15 ans, sûr. Le tofu, les gens regardaient ça vraiment de travers et puis aujourd'hui, de manger du tofu... les gens peuvent ne pas aimer, mais ceux qui aiment ça commun. Trouvent ça très commun. On en manque même dans les épiceries en ce moment. Alors, en effet, je nous souhaite à les grillonnettes et à tous les autres qui percent ce marché-là en ce moment de réussir à éduquer la population pour nous permettre de rendre ce produit-là démocratique en fait. Oui, mais pour l'instant, si on veut s'en procurer, où c'est qu'on peut aller chercher tes produits? Alors, notre site internet est en construction, mais il existe déjà, donc on va bientôt pouvoir les vendre en ligne. Je travaille encore juste sur mon emballage. La grosse question, c'est quel est l'emballage qui a le moins d'empreinte carbone sur le marché et qui préserve les qualités du produit. Donc, c'est vraiment là-dessus ma bibite noire en ce moment, mais ça s'en vient dans les semaines qui arrivent. Sinon, évidemment, moi je suis propriétaire aussi du gym Bouger sans limite à la Valtrie, et puis les gens l'achètent en vrac pour le moment chez nous. Donc, ils peuvent communiquer avec moi via mon site internet ou par courriel. Et puis, moi, je leur prépare leur commande. OK. Donc, merci. Dans laquelle vont pondre les femelles. Ça, c'est une boîte qui est en pouponnière. Donc, on peut voir le nombre d'œufs. C'est vraiment impressionnant hein, qu'on peut avoir. Puis ça, c'est sur 2 jours de ponte. Puis dans un enclos, j'avais peut-être 5 boîtes de ponte. Là. Elles sont toutes identiques à ça. Okay. Donc on voit vraiment là la quantité d'œufs qu'on peut avoir ici, hein, c'est les petits grains blancs qu'on voit ici. Donc eux autres ils vont doubler de volume dans les quelques jours et puis on va avoir ensuite des bébés grillons qui vont naître. Donc ça c'est des œufs, c'est pas des larves? Ça c'est des œufs, okay. Où on peut parler de... Parce que le grillon c'est une des rares espèces d'insectes qui va naître déjà en bébé grillon. Elle n'a pas de stade larvaire, justement. C'est une question très pertinente que tu poses là. Ça sort comme ça, de terre. Et ils s'en vont directement dans leur habitat. Donc ici, on voit que ce sont des boîtes d'œufs. Ils sont protégés. Ils ont des éponges imbibées d'eau.
regardez, là, c'est impressionnant. Hein. La nutrition en dessous. Et quand ils vont être assez grands, ils vont aller rejoindre un enclos. Là, on les voit qui sont vraiment plus gros par rapport aux tout petits qu'on voyait tantôt. Puis leur couleur est plus pâle. Donc un grillon, quand il va naître, il est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Puis au contact de l'oxygène, il devient noir en quelques heures. Et puis il va pâlir au fur et à mesure. Le grillon, il a un exosquelette. Donc c'est-à-dire que c'est sa carapace qui le protège, hein, tout est mou en dedans. Et il va muer 7 fois durant sa vie. Oui, il y en a un qui est un petit peu plus gros là. Lui, il a mué un peu plus vite que les autres. Bon. Il va muer 7 fois, puis c'est après sa dernière mutation qu'il devient sexuellement mature. Ils sont à veille, d'ici une semaine, là, ça va commencer à chanter ici. Donc eux autres, ça fait 3 semaines qu'ils sont dans l'enclos. Ils étaient comme les petits bébés qu'on vient de voir, les plus grands de ceux qu'on vient de voir à la pouponnière. Et là, 3 semaines plus tard, alors voilà, ça se promène, ça grouille. Et puis, vous voyez, c'est fou, hein? Comme quoi je vous dis qu'ils aiment être cachés. Je viens juste de retourner la boîte. Et de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de grillons. Mais le nombre d'individus ici est assez impressionnant. On a à peu près 100 à 150 000 grillons par enclos ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé vraiment, les grillonnettes. Un système d'abreuvage pour insectes. Le dernier que j'ai mis en enclos, vous voyez là, ils sont un petit peu plus petits encore que ceux qu'on vient de voir, mais quand même plus gros que ceux qu'on a vus dans les boîtes. Ouais. Donc eux autres, ça fait une dizaine de jours à peu près qu'ils sont dans cet enclos-là. Puis ils ont chaud. À chaque fois que genre, tu remets une autre colonie, une autre ponte, plus jeune, je veux dire, tu laves l'enclos, oui, dans le fond, tout est nettoyé, tous mes cartons sont inspectés. S'il y en a qui sont encore bons, toujours par terme d'écologie, c'est sûr que je vais les garder. Mais s'ils sont souillés, parce que dans le fond, les déjections des grillons, ça c'est le fun aussi. Il n'y a rien de perdu dans je sais pas si tu filmes tout ça. Oui, ça fait. Okay. J'ai encore mon micro. Bon. Dans le fond, ce qui est vraiment l'idéal dans l'élevage de grillons, c'est qu'un tout le grillon au complet va se consommer. Donc tu n'as pas de perte versus un bœuf où tu vas perdre la carcasse, les abats, la peau. Donc là, tout le grillon est consommé. Les boîtes de ponte, si elles sont souillées, évidemment, elles vont partir au compost. Donc encore là, on n'a pas de déchets proprement dit. Et puis toutes les déjections des grillons, ça fait comme des grains de sable, c'est une matière sèche, mais qui contient énormément d'azote et de potassium. Donc ça fait un engrais qui est génial. Là. Donc moi je ramasse tout ça, je passe un coup de balai à grandeur, je ramasse tous les cacas de grillons dans le fond, puis j'étends ça dans mon potager. Puis, donc je suis dans le zéro déchet complètement. On nettoie tout, tout est soit en carton ou en stainless, donc tout est nettoyable et dans le fond n'est pas propice au développement des bactéries. Et puis les cartons qui sont bons, on les réutilise. Alors la boucle est bouclée. 9 semaines de vie présentement. Ici, la boîte de ponte, elle était cachée. On peut voir le nombre de femelles, c'est juste des femelles qu'on a là. Donc on peut les voir très clairement. On peut voir aussi le nombre de grillons que j'ai ici. J'en ai vraiment beaucoup. Avec des boîtes de ponte, c'est ça, j'en ai à plusieurs endroits. Regardez, j'ai une femelle qui est en train de boire là. Alors à quoi je vois que c'est une femelle, elle a comme un grand pic noir ici. Elle a 2 pics en arrière, puis le petit pic noir ici, c'est son organe de ponte. Et elle n'a pas d'aile. Vous avez une femelle ici, vous en avez une autre ici, qui vient de se sauver. Puis le mâle, tout simplement, il n'a pas le pic noir. Alors il est très très facilement reconnaissable. Et vous entendez comment ça chante? Ouais. Ils vont tous pondre, là, c'est sûr qu'à la caméra on ne le verra peut-être pas forcément, mais l'organe de ponte il est toujours à peu près de la même longueur. Fait que je vais avoir au bout d'un moment une ligne blanche à grandeur ici, parce qu'ils vont tous pondre à la même profondeur. Donc on dirait que je pense que la nature est simplement très bien faite, c'est vraiment la profondeur qui est optimale en termes d'humidité et en termes de chaleur pour le développement des œufs. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir une boîte de ponte très 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 profonde, ça prend à peu près un pouce. S'en viennent, non? Toujours pas? Oui. Le bruit Moi, ils vont le sentir.
Beaucoup. Et merci à toi.